Merci Monsieur le Président, et à travers ce merci, bien entendu, je voudrais remercier les organisateurs et le pays qui nous reçoit dans cet endroit magnifique. Naturellement, mon ami Jean Dufourcq vient de me voler la moitié de mon exposé, ce qui prouve au moins que nous ne nous sommes pas concertés nationalement auparavant. Je vais quand même essayer de tenir quelques minutes. On m'a demandé d'être court d'abord et deuxièmement de prononcer le mot géopolitique le plus souvent possible. Donc je vais essayer de remplir ce cahier des charges. Et pour parler de géopolitique, je vais tout simplement essayer de faire des commentaires sur les trois axes qui forment le triangle de la réflexion géopolitique, parler un petit peu des intérêts qui nous sont communs, ou qui sont communs à cette région qui nous est commune, parler des acteurs et parler de représentation, puisque quand on parle de géopolitique, on parle souvent de représentation, on devrait en parler. Premier axe de réflexion, les intérêts. Là, le diagnostic est assez simple. Au-delà des intérêts récurrents, des problèmes qui se posent en termes de développement économique, en termes de stabilité politique, en termes de relations entre les États de la région, on sait bien que pour le moyen terme, domine dans cette région, dans le monde en général, mais dans cette région en particulier, 4 ou 5 interrogations fondamentales dont Jean Dufourcq a déjà largement parlé. La première touche l'avenir énergétique ou l'avenir des approvisionnements en matières premières. Le deuxième problème touche la dimension démographique. En termes de stock, comme diraient les économistes, et c'est ce dont a parlé Jean Dufourcq, c'est-à-dire de l'accumulation de population, mais j'ajouterais évidemment en termes de flux, c'est-à-dire en termes de circulation des populations, en termes de stock vieillissant aussi, puisque les populations du nord de la Méditerranée ont déjà commencé très largement à vieillir, vieillissement qui se combine au problème des flux que nous connaissons bien. Troisième problème, celui que pose le développement de ce qu'on appelle d'une manière un peu snob l'asymétrie stratégique, qui se traduit à l'heure actuelle essentiellement par les phénomènes de terrorisme. Quatrième problème, le problème de la prolifération d'un certain nombre d'armes potentiellement particulièrement dévastatrices, mais surtout la circulation des technologies qui aggravent le problème de la diffusion des armes. Et cinquième problème, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, cinquième problème, celui de la stabilité des sociétés politiques, qui sont toutes à des degrés divers touchés ou menacés par le caractère dissolvant de l'ouverture de la globalisation. Bien entendu, la globalisation, c'est une grande et belle chose, c'est une chose qui construit du développement économique, qui construit de la circulation humaine, de la circulation économique, etc. C'est aussi un facteur dissolvant qui pèse à des degrés divers sur toutes nos sociétés. Nous savons très bien que tous ces problèmes se trouvent éminemment présents dans le creuset méditerranéen en général, et que la plupart d'entre eux sont posés très directement aux pays du Maghreb. C'est le cas pour les questions d'énergie et de matières premières, c'est le cas pour les questions de démographie, avec le nouveau statut, entre guillemets, que la plupart des pays du Maghreb acquièrent comme pivot, comme plaque de transit des circulations démographiques. C'est vrai, hélas, et nous sommes hélas dans l'actualité des problèmes du terrorisme, et c'est vrai de la stabilité et des sociétés politiques. Les pays du Maghreb, et singulièrement les plus lourds d'entre eux, sont donc directement interpellés par ces problèmes, et pour sacrifier un premier lieu commun, bien entendu, il n'est pas possible d'imaginer que face à des problèmes aussi transversaux, on puisse fournir des réponses strictement nationales. On ne gère pas les flux économiques avec des frontières nationales. Nous en savons quelque chose en France en particulier et en Europe en général. Et c'est la même chose pour les autres défis que j'ai cités précédemment. Deuxième ensemble de remarques, puisqu'on ne peut pas gérer ça individuellement, si je puis dire, unilatéralement, à quels acteurs faut-il donc penser ?
Nous avons cru, nous, occidentaux, pardonnez-moi cette mauvaise expression, c'est plus simple de le dire simplement comme ça, nous avons cru, nous, occidentaux, au début des années 90, que le monde allait pouvoir être assez aisément organisé parce qu'il était en train de devenir coopératif. Et près de 20 ans après, nous apercevons que c'était une facilité de penser et que c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, politiquement et économiquement, ce côté naturel de l'auto-organisation du monde, eh bien, nous savons que ça a été un peu vrai, mais ça a surtout été largement faux. Et que les grandes entités qui se sont proposées depuis une vingtaine d'années patinent très largement. Au niveau global, l'ONU cahote, a affirmé son rôle et sa légitimité. À ce que j'appellerais le niveau méta-régional, toutes les grandes instances ont des acquis, bien entendu, mais peinent, elles aussi, à organiser pacifiquement le monde. C'est le cas de l'Union européenne. Jean Dufour a parlé, ou on a parlé précédemment de sa crise institutionnelle. À mon sens, la crise institutionnelle de l'Union européenne n'est évidemment que la manifestation d'une crise politique. Si c'était seulement une crise institutionnelle, mon Dieu, ça serait pas bien grave. Il y a des juristes et des diplomates, messieurs, pour organiser le problème. Bien entendu, la crise est beaucoup plus grave. L'Union africaine est en gestation avec beaucoup d'acquis, mais il lui faudra encore du temps pour gérer tous ces problèmes. Le processus de Barcelone, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des états d'âme. L'OSCE est extrêmement sympathique, mais on se demande bien de temps en temps si elle existe encore. Quant à l'OTAN, elle tient bien sur ses jambes parce que c'est une des administrations ou l'une des bureaucraties, mon cher Jean, pardonne-moi, les plus bien organisées du continent européen, mais bien entendu, son grand problème est qu'on ne sait pas bien à quoi elle sert et qu'elle-même ne sait pas bien à quoi elle sert. En dessous de ces logiques méta-régionales, les logiques des puissances, les unilatéralismes de puissance ne semblent pas non plus fournir de solutions plus importantes. C'est bien entendu le problème que pose ou qu'a posé le fantasme de l'unipolarité américaine. Et on se dit par les temps qui courent que l'échec de cette unipolarité pourrait poser encore plus de problèmes que son éventuel succès. Plus largement, nous ne savons pas grand-chose de l'organisation du monde de l'avenir, ça l'amiral Dufour l'a déjà mentionné, et nous ne savons pas grand-chose du rapport des puissances qui déterminera dans l'avenir l'organisation internationale. Nous savons ce que sont nos espoirs, nous savons ce que sont les pistes qui ont été tracées depuis une vingtaine d'années, mais ce que sera la réalité des équilibres politiques dans l'avenir, nous n'en savons pas grand-chose. Nous sommes donc, en termes d'acteurs, obligés de reprendre beaucoup des choses que nous avions cru penser définitivement depuis une vingtaine d'années, et pour suivre cette logique, deux choses seulement sont claires. La première chose, de mon point de vue, la première chose, c'est que l'aliénation des souverainetés nationales au profit d'entités méta-régionales est impuissante et qu'elle peut s'avérer dangereuse. Parce que plus le transfert de la souveraineté se fait à des espaces larges, et plus la recherche des identités à la base peut se faire pressante et donc dangereuse. Inversement, nous savons pourtant que la rétraction sur les souverainetés nationales est impuissante. La France le sait bien qu'il y a de temps en temps cette tentation à l'intérieur de l'Union européenne. La rétraction sur les souverainetés est impuissante, elle ne donne que l'illusion provisoire de l'efficacité face à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Et je pense que les pays du Maghreb, économiquement, politiquement ou militairement, bien entendu, éprouvent cette limitation des souverainetés nationales tout de suite après avoir éprouvé le plaisir de la confirmation de leur souveraineté nationale. J'en conclus que le niveau qui reste le plus ouvert aujourd'hui pour la construction de l'efficacité est un niveau régional, mais régional de proximité. Une région qui se bâtirait ou des régions qui se bâtiraient sur des solidarités, sur des proximités, sur des intérêts communs. C'est évidemment, vu de l'extérieur, la description théorique
c'est évidemment la description de l'ensemble maghrébin. J'ajoute que, de nos points de vue, la constitution de cet ensemble maghrébin, sur lequel on reviendra tout au long de cette conférence, la constitution de cet ensemble maghrébin est nécessaire pour les pays de l'Europe latine, pour constituer un contrepoids intérieur à l'Union européenne, à des dérives qui pourraient succéder à l'élargissement très rapide de cette Union européenne. J'ajoute que Jean Dufourcq a fait allusion tout à l'heure au montage 5+5. On voit bien que dans la région méditerranéenne, ce montage 5+5 qui réunit les pays du Maghreb et les pays de l'Europe latine, en gros, les pays de l'Europe méditerranéenne, on voit bien que ce montage 5+5 est l'un des rares forums qui est démontré, même sur des thèmes trop limités, son efficacité en matière de coopération sécuritaire, par exemple. Enfin, dernier point de mes commentaires, quelques commentaires sur les représentations, et ici je voudrais très rapidement dire simplement trois choses. La première chose, c'est que si les pays du Maghreb ne manœuvrent pas dans l'avenir ensemble, eh bien, nous les verrons comme des objets stratégiques et non pas comme des sujets stratégiques. C'est-à-dire qu'ils seront les pions de nos stratégies, non pas parce que nous sommes cruels, non pas parce que nous sommes méchants, nous pouvons l'être de temps en temps, mais ce n'est pas systématique, mais tout simplement parce que nous ne pourrons que les considérer comme des éléments épars dans un jeu qui dépasse de beaucoup l'efficacité des souverainetés nationales, de leur souveraineté nationale. Deuxième remarque, nous ne sommes pas dans un monde plat et civilisé où chaque pays aurait une place qui serait déterminée par le droit ou par la bonne volonté des autres. C'est dommage, mais ça n'est pas la réalité internationale d'aujourd'hui et ça sera sans doute encore moins celle de demain. Nous sommes dans un monde où les pôles de force se construisent, où ils s'élaborent, où ils changent. Qu'on le regrette ou non, le Maghreb, les Maghrébins demain seront jugés à leur capacité à peser dans cette constitution de pôle, à peser comme pôle en constitution. Enfin, dernière remarque sur une idée qui, je crois, devrait nous tenir à cœur, à nous autres Français. La circulation des populations, des idées, des mœurs, surtout en Méditerranée occidentale, bien entendu, c'est une réalité et c'est une belle réalité. Mais la cristallisation des oppositions civilisationnelles, hélas, sans tomber dans les fantasmes des guerres des civilisations, la cristallisation des oppositions civilisationnelles, c'est aussi une réalité de ces dernières années. Et là, nous, Européens, nous avons besoin de vous, et nous avons besoin de ce que vous pouvez nous dire solidairement, de ce que vos pratiques sociales, de ce que vos dynamiques politiques, de ce que vos intellectuels, souvent trop silencieux, peuvent nous dire sur la manière de ne pas nous définir comme occidentaux de manière exclusive et de ne pas vous définir, du moins de manière exclusive, comme musulmans ou comme arabes. Nous avons à élaborer ensemble les règles de la survie dans un monde extrêmement fluide, mais où peuvent se cristalliser des éléments qui ne sont pas toujours positifs. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais que, bien entendu, vous avez compris que le thème de mon intervention, trop longue déjà, était que nous avons besoin du Maghreb et que nous avons besoin d'un Maghreb qui manœuvre solidairement. Comment le construire ? Ça, c'est votre problème. Il y a beaucoup de méthodes, il y a des méthodes politiques, ne soyez pas obsédés par, bien entendu, les méthodes de l'Union européenne, il y a des méthodes qui partent de la base, des méthodes d'élaboration sociale, économique, etc. Quelles que soient les méthodes que vous retiendrez, et vraisemblablement concurremment toutes ces voies, elles auront besoin de notre aide,
Cette aide, nous sommes prêts à l'apporter, bien entendu, à notre place modeste, et en particulier dans le dialogue des sociétés civiles. Et je terminerai en disant que l'Institut français des relations internationales, que je représente ici, est bien entendu, en tant que tel, prêt à prendre sa place dans ce dialogue entre les sociétés civiles et les sociétés politiques. Monsieur le Président, je vous remercie.